Regardez autour de vous, dans votre propre cuisine. Il y a de fortes chances qu'un petit appareil électrique s'y trouve. Pendant un demi-siècle, un seul nom a régné en maître absolu sur nos foyers, Moulinex. À son apogée, cet empire industriel crachait 100 000 robots par jour. 12 000 ouvriers faisaient trembler jour et nuit les immenses forteresses de béton de Basse-Normandie. Moulinex dictait sa loi au monde entier et incarnait la modernité. Puis, brutalement, le silence total. Les énormes presses mécaniques se sont tues. Les lourdes grilles ont été cadenassées. Des milliers de vies ont été brisées, jetées sur le pavé dans la rage et la fumée noire des usines en grève. L'Empire a été asphyxié par une dette colossale, écrasé par la mondialisation. Aujourd'hui, le logo survit sur nos étagères, mais l'usine n'est plus qu'une ruine oubliée. Comment le symbole absolu de la fierté industrielle française a-t-il pu s'effondrer avec une telle violence? Chapitre 1. L'apprenti et le moulin. Paris au début des années 1930. Le monde industriel regarde vers les usines géantes, la métallurgie lourde et les chemins de fer. L'attention se porte sur les grandes machines. Pourtant, l'une des plus grandes révolutions industrielles françaises ne naît pas dans un bureau d'études prestigieux. Elle voit le jour dans un petit atelier sombre de la banlieue parisienne, au 11 rue Jules Ferry à Bagnolet. C'est ici que travaille Jean Mantelet. Il a 31 ans. Il n'est pas un héritier de la grande bourgeoisie industrielle. Il est un ancien apprenti, un artisan tenace qui a monté une modeste entreprise de fabrication de pompes à eau manuelles et de pulvérisateurs agricoles. L'entreprise s'appelle la Manufacture d'emboutissage de Bagnolet. Les temps sont durs. La crise économique de 1929 frappe la France. Les commandes agricoles chutent. Mantelet cherche une idée pour sauver son atelier. Il cherche un produit grand public, un objet que chaque foyer pourrait acheter. L'étincelle se produit loin des usines, dans le silence d'une cuisine familiale. Un soir d'hiver en 1931, Mantelet rentre chez lui. Il observe sa femme, Marie-Thérèse, préparer le repas du soir. Elle cuisine une purée de pommes de terre. À cette époque, faire une purée est un véritable supplice physique. Les femmes utilisent une fourchette ou un tamis rustique. Elles écrasent les légumes à la force du poignet. Le geste est répétitif, épuisant et lent. Mantelet regarde les mains de sa femme. Il observe la fatigue sur son visage. Son esprit de mécanicien se met en marche. Il refuse d'accepter que le XXe siècle n'offre aucune solution à cette corvée quotidienne. Il imagine un mouvement rotatif, un système qui remplacerait la pression verticale de la fourchette par la fluidité d'une manivelle. Dès le lendemain, Mantelet s'enferme dans son atelier de Bagnolet. Il prend des morceaux de fer blanc. Il coupe, plie, martèle et soude. Il veut créer un appareil simple, robuste et surtout bon marché. Les premiers essais sont des échecs cuisants. La lame frotte mal, les pommes de terre se coincent, le métal se tord. Mantelet ne cède pas. Il modifie l'angle de la pale. Il ajoute un ressort central pour maintenir une pression constante contre la grille perforée. Il tourne la manivelle en bois. Cette fois, le mécanisme fonctionne. Le légume bouilli passe à travers les trous avec une facilité déconcertante. Le moulin légumes vient de naître. L'objet est rudimentaire mais brillant. Un entonnoir en fer blanc, un manche en bois, une manivelle et une grille interchangeable. Il ne coûte presque rien à fabriquer. Mantelet dépose le brevet le 16 février 1932. Il est convaincu de tenir un succès phénoménal. Il lance la production d'une première série. Fort de sa certitude, il part démarcher les quincailleries et les grands magasins de Paris. La désillusion est brutale. Les commerçants le rejettent. Il regarde ce petit cône de métal avec mépris. Il trouve l'objet ridicule et inutile. Les grossistes lui rient au nez. Ils affirment que les ménagères françaises ne dépenseront jamais d'argent pour un gadget en fer blanc alors qu'une fourchette fait le même travail gratuitement. Personne ne veut passer commande. Le réseau de distribution traditionnel se ferme complètement. Pour Mantelet, c'est un mur. La manufacture d'emboutissage de Bagnolet est au bord du gouffre. Il a investi ses maigres économies dans l'outillage pour fabriquer ce moulin. Si personne ne le vend, il fera faillite. Mais Mantelet possède l'instinct des grands industriels. Il comprend que les intermédiaires ont tort. Il décide de s'adresser directement à celles qui utilisent l'outil. Il contourne les grossistes. Au printemps 1932, il loue un petit stand modeste à la foire de Paris. C'est sa dernière carte. Il apporte ses caisses de moulin et des dizaines de kilos de pommes de terre bouillies.
Au milieu du tumulte de la foire, il s'installe. Il ne fait pas de grands discours. Il montre. Devant les visiteuses qui passent, il saisit un moulin. Il y jette un légume. Il tourne la manivelle. La purée sort, lisse et parfaite, en quelques secondes, sans aucun effort. Le résultat est foudroyant. Les femmes s'arrêtent. Elles comprennent instantanément. Ce morceau de fer blanc n'est pas un gadget. C'est du temps gagné. C'est de la fatigue en moins. 2 morceaux de fer blanc, Mantelet a fixé un prix psychologique redoutable. Il vend le moulin à 15 francs. C'est un prix extrêmement bas, accessible à toutes les bourses ouvrières. L'attroupement se forme autour de son stand. Le bouche à oreille se déclenche. Les femmes achètent, reviennent avec leurs voisines. Le stock fond à vue d'œil. Les démonstrations s'enchaînent. À la fin de la foire, Mantelet a vendu des milliers de pièces. Les quincailliers, qu'il avait rejetés quelques semaines plus tôt, viennent le supplier de les livrer. Le succès dépasse tout ce que le petit artisan de Bagnolet avait pu imaginer. En 1933, il vend plus de 2 millions de moulins à légumes. L'atelier de la rue Jules Ferry tourne à plein régime, jour et nuit. Les emboutisseuses frappent le métal sans répit. Mantelet embauche des dizaines d'ouvriers. Il achète de nouvelles machines. Il standardise la production pour faire baisser les coûts. Mais au-delà des chiffres de vente, Mantelet vient d'avoir une révélation fondatrice. Il analyse ce succès fulgurant. Il comprend que son moulin n'est pas un coup de chance. C'est la réponse à un besoin social profond et ignoré. La femme française des années 1930 passe des heures chaque jour enfermée dans sa cuisine. Mantelet réalise que libérer ces femmes de la pénibilité des tâches ménagères grâce à des outils mécaniques bon marché est un marché infini. Il ne veut plus seulement vendre un produit. Il veut équiper toutes les cuisines du pays. Il veut remplacer la force musculaire par l'intelligence mécanique. Il comprend que la clé du succès réside dans le volume. Vendre massivement, avec une faible marge unitaire, pour inonder le marché et écraser toute concurrence éventuelle. Le moulin légumes devient le socle d'une vision industrielle radicale. Mantelet organise son usine naissante avec une rigueur militaire. Il décompose les gestes de ses ouvriers. Il rationalise la découpe du fer blanc pour minimiser les pertes de matière. Chaque centime économisé sur la chaîne de montage lui permet de maintenir son prix de vente de 15 francs. Il sait que ce tarif est son arme fatale. Il refuse d'augmenter ses marges. Il veut que le moulin devienne un objet banal, indispensable, présent du foyer paysan à l'appartement bourgeois parisien. La victoire de la foire de Paris de 1932 reste gravée dans l'histoire de l'entreprise. Elle définit l'ADN de la future marque. Ne jamais faire confiance aveuglément aux experts de la vente. Toujours prouver l'utilité par la démonstration visuelle. C'est l'acte de naissance d'un marketing direct et agressif. Les petites annonces fleurissent dans la presse féminine. Le dessin du moulin devient une icône visuelle. La promesse est simple et directe. Fini les grumeaux, fini les crampes aux mains. Mantelet vient d'inventer le premier best-seller de l'équipement ménager. Ce n'est plus seulement une victoire commerciale, c'est une porte ouverte vers une domination totale. L'apprenti a trouvé son filon, il est prêt à transformer le monde, une manivelle à la fois. Chapitre 2. Moulinex libère la femme. La Seconde Guerre mondiale s'achève, l'Europe pense ses plaies. La France entame sa reconstruction et plonge dans une nouvelle ère économique. Les années 50 ouvrent la porte aux 30 glorieuses. L'économie nationale rebondit avec une force inédite. Le plein emploi devient la norme. Les villes s'étendent, les grands ensembles sortent de terre et l'électricité équipe désormais massivement les foyers domestiques. La société française se transforme. Jean Mantelet observe attentivement cette mutation. Il a maintenu son entreprise à flot pendant les années sombres, mais il sent que le monde bascule. Il regarde les femmes, ses premières clientes. Elles changent. Elles entrent progressivement et massivement sur le marché du travail salarié. Elles pointent à l'usine ou travaillent dans les bureaux le jour. Le soir, elles affrontent ce que l'on nomme la deuxième journée. Elles doivent préparer le repas familial, nettoyer, entretenir le foyer. Le temps libre devient une denrée rare et précieuse. Les vieux outils manuels, même les plus ingénieux comme son moulin à légumes, montrent leurs limites. La force musculaire ne suffit plus. Il faut de la vitesse mécanique. Mantelet tourne son regard vers l'Amérique.
De l'autre côté de l'océan, les fabricants industriels proposent déjà des mixeurs et des batteurs électriques. Mais ces appareils américains sont des monstres de métal. Ils sont lourds, encombrants et surtout, ils coûtent une petite fortune. En France, un moulin à café électrique représente souvent la moitié d'un salaire mensuel ouvrier. C'est un produit de luxe absolu, réservé à la grande bourgeoisie urbaine. Mantelet déteste cette ségrégation par l'argent. Il veut démocratiser le confort moderne. Il reprend la formule implacable qui a fait son triomphe à la Foire de Paris en 1932. Il faut fabriquer en très grande série, réduire les coûts de production à l'extrême, accepter une marge unitaire minuscule et inonder totalement le marché. En 1954, il lance son grand défi. Il s'attaque au moulin à café. Le café en grains est une institution dans les foyers français, mais le moudre à la manivelle chaque matin est une corvée bruyante et longue. Mantelet enferme ses ingénieurs dans les bureaux de Bagnolet. Il exige un moteur électrique compact. Ce bloc doit posséder assez de puissance pour pulvériser les grains, mais rester assez petit pour tenir dans la main d'une femme. L'équipe remplace les métaux lourds par des matériaux modernes. L'acier cède la place au plastique rigide. L'objet devient léger, maniable et esthétique. Mantelet fixe ensuite le prix de vente. Son annonce tombe comme un couperet sur l'industrie de l'électroménager. Il met son moulin sur le marché à un tarif défiant toute logique concurrentielle. Son appareil coûte pratiquement le tiers du prix des machines concurrentes. Les experts financiers prédisent sa ruine immédiate. Ils jurent qu'il perdra de l'argent sur chaque vente. Mantelet ignore ces avertissements. Il parie tout sur le volume massif. Il baptise son invention le Moulin Express. Les mots claquent. Il suggère la vitesse et la modernité américaine. Rapidement, pour frapper les esprits et simplifier la publicité, il contracte ces deux mots. Le Moulin Express devient Moulinex. Le succès est si fulgurant qu'en 1957, la manufacture d'emboutissage de Bagnolet change d'identité. Elle prend officiellement le nom de son produit phare. La grande marque Moulinex est née. Le moulin à café Moulinex provoque un véritable raz de marée commerciale. Les ménages l'arrachent des rayons. L'odeur du café fraîchement moulu se répand dans les cuisines ouvrières chaque matin. Le pari du volume fonctionne au-delà des espérances. Les chaînes de montage ne suffisent plus à satisfaire la demande. Mantelet vend des millions d'unités. La marge sur un appareil reste infime, mais le volume global génère des bénéfices colossaux. La trésorerie gonfle. Mantelet ne stocke pas cet argent. Il le réinvestit immédiatement dans la recherche et le développement de nouveaux outils. Il comprend rapidement que le moteur électrique est un cœur artificiel universel. Si un petit moteur peut faire tourner une lame pour hacher du café, il peut faire tourner un fouet pour monter des œufs en neige. Il peut faire tourner un couteau pour trancher de la viande. Dès 1956, la machine d'innovation s'emballe. L'entreprise lance le hachoir à viande électrique, puis le hachoir à légumes. L'année suivante, le robot Charlotte fait son apparition. Moulinex sort ensuite le sèche-cheveux, l'aspirateur, le presse-agrumes. Mantelet impose une règle de fer à ses ingénieurs. Il standardise les moteurs. Au lieu de concevoir un moteur spécifique coûteux pour chaque nouvel appareil, il fabrique un bloc moteur central et unique. Les différents accessoires viennent simplement se fixer dessus. Cette standardisation industrielle fait chuter les coûts de production à des niveaux que personne ne croyait possibles. La concurrence regarde Moulinex avec une terreur silencieuse. Aucun fabricant traditionnel ne peut s'aligner sur cette guerre des prix. Moulinex se bâtit un monopole de fait sur le petit équipement populaire. Cependant, le génie de Mantelet déborde des murs de son usine. Il comprend intuitivement la psychologie de son époque. Les années 60 approchent. La société de consommation de masse s'installe. La télévision fait son entrée dans les salons familiaux. Mantelet comprend que pour vendre des millions de robots, il doit parler directement à l'utilisatrice finale. Jusque-là, les publicités industrielles montraient des ingénieurs expliquant la fiche technique de la machine. Mantelet change radicalement d'angle. Il montre le résultat final. Il montre le gain de temps. Il affiche le sourire de la femme qui a terminé son travail plus tôt et sans effort. En 1960, l'entreprise frappe un coup marketing magistral. Elle déploie un slogan publicitaire qui va s'inscrire profondément dans la mémoire de la société française. Moulinex libère la femme. La phrase est redoutable, courte, percutante, définitive.
Elle capte l'esprit d'une époque qui commence tout juste à s'interroger sur la place des femmes dans la société. L'intention originelle de Mantelet n'a rien de politique ou de féministe. Son but reste l'accumulation de capital et la domination du marché. Mais l'impact social de ces quelques mots est un véritable séisme. Le petit appareil ménager quitte le statut de simple outil pour devenir un vecteur d'émancipation. Mantelet remplace la corvée domestique invisible par la rotation d'un moteur électrique. Les campagnes d'affichage envahissent les murs des villes de France. Elles montrent des mères de famille rayonnantes, définitivement débarrassées du hachoir lourd, du pilon usant et du fouet manuel. Les appareils Moulinex deviennent le symbole absolu d'une modernité accessible et joyeuse. Offrir un robot Moulinex devient le geste incontournable pour la fête des mères ou les listes de mariage. La marque s'insinue dans la culture populaire quotidienne. Elle incarne le progrès technique à la française. Le pays se modernise à grande vitesse et il le fait en branchant des appareils nationaux dans ses prises électriques. Mantelet devient un souverain industriel redouté. Il impose une cadence de création infernale à ses équipes techniques. Son obsession reste la nouveauté perpétuelle. Il exige de ses bureaux d'études le lancement d'au moins un produit inédit chaque année pour maintenir l'attention du public. Les concurrents étrangers, allemands ou américains, tentent de forcer les portes du marché français. Ils échouent lamentablement. Les barrières douanières protègent encore l'économie nationale, mais c'est principalement la violence de la politique de prix de Moulinex qui garde les frontières hermétiques. L'entreprise est intouchable. L'atelier de Bagnolet a mué en un empire incontesté. Pourtant, Paris devient un vêtement trop serré. Bagnolet suffoque physiquement sous le poids de la demande. L'usine historique sature complètement. Les camions de livraison peinent à manœuvrer dans les ruelles étroites de la banlieue parisienne. Mantelet anticipe le blocage. Il sait que pour perpétuer son modèle de production massive, il a un besoin vital de très grands espaces. Il a besoin d'une main-d'œuvre abondante, rurale et moins exigeante sur les salaires. Il regarde au-delà de l'agglomération parisienne. Il tourne ses ambitions vers les vastes terres de la province. Le choix de son nouveau territoire d'implantation va redessiner la géographie industrielle de la France pour plusieurs décennies. Le roi du petit équipement rassemble ses forces. Il s'apprête à faire sortir ses grandes citadelles de terre. Chapitre 3. Les forteresses de Normandie. Paris ne suffit plus. L'usine de Bagnolet étouffe sous son propre succès. Les murs ne peuvent plus s'étirer pour accueillir les nouvelles machines. Mantelet regarde une carte de la France. Il cherche de l'espace. Il cherche surtout une main-d'œuvre abondante, rurale, habituée au travail dur et peu revendicative. Il tourne les yeux vers l'ouest. La Basse-Normandie et la région du Maine offrent exactement ce dont il a besoin. Des terres agricoles vastes, des villes moyennes endormies et une population ouvrière potentielle qui ne demande qu'à entrer dans la modernité salariée. Dès 1937, bien avant le grand boom de l'après-guerre, Mantelet implante une première usine à Alençon. C'est le point de départ d'une conquête territoriale sans précédent dans l'histoire industrielle française. Dans les années 50 et 60, la machine d'expansion s'emballe. Mantelet ne construit pas de simples ateliers. Il bâtit de véritables forteresses industrielles. Cormelles-le-Royal près de Caen, Mamers, Argentan, Villaines-la-Juhel, Saint-Lô. Chaque nouvelle usine sort de terre comme un château fort de béton, de verre et d'acier. Le paysage agricole verdoyant se hérisse de cheminées et de hangars gigantesques. Ces petites villes de province changent radicalement de visage. Elles vivent désormais au rythme strict des sirènes de Moulinex. L'entreprise devient le cœur économique palpitant de toute une région. Elle pompe la main-d'œuvre des campagnes environnantes avec une voracité insatiable. Les cibles de ce recrutement massif sont claires. Mantelet embauche majoritairement des femmes, les filles de fermiers quittent les champs, les étables et les cuisines familiales pour rejoindre les chaînes de montage rutilantes. Le travail est dur, terriblement répétitif, chronométré à la seconde près, mais il offre un salaire fixe à la fin du mois. Il apporte une indépendance financière inédite pour ces dizaines de milliers de femmes. Moulinex organise cette migration quotidienne avec une précision militaire implacable. Des flottes de bus aux couleurs de l'entreprise sillonnent les routes départementales chaque matin dans le brouillard de l'aube. Ils ramassent les ouvrières de village en village, de hameau en hameau, pour les déverser par milliers devant les grilles des usines. Le soir, la noria s'inverse. Moulinex quadrille le territoire,
impose son empreinte sur les routes et dans les esprits. L'entreprise ne se contente pas de s'installer géographiquement en Normandie. Elle la possède socialement. Mantelet instaure un modèle de gestion brutalement efficace, directement hérité des grandes dynasties industrielles du XIXe siècle. Le paternalisme industriel poussé à son paroxysme. Il est le patron absolu, le fondateur, le père de cette immense famille ouvrière. Il exige une obéissance totale et un rendement maximal sur les chaînes de production. Les contremaîtres arpentent les travées et surveillent chaque geste. La cadence de montage des petits moteurs électriques et des coques en plastique ne tolère aucun ralentissement, aucune distraction. En échange de cette soumission cadencée, Mantelet offre la sécurité matérielle. Il construit de vastes lotissements pour loger ses employés. Il finance des clubs sportifs équipés, des stades, il organise des arbres de Noël grandioses et distribue des cadeaux aux enfants des ouvriers. Il met en place des coopératives d'achat où les employés peuvent se procurer des biens alimentaires ou de consommation courante à prix coûtant. Ce système tentaculaire crée un monde clos et autonome. Un employé Moulinex vit Moulinex, dort dans un logement construit par Moulinex, joue au football avec le maillot Moulinex. Les syndicats peinent lourdement à pénétrer ces forteresses provinciales. Toute velléité de contestation est souvent étouffée par le confort matériel immédiat, le poids de la hiérarchie et la peur viscérale de perdre sa place dans une région où les autres emplois industriels sont rares. La grève reste un mot silencieux dans les allées immenses des usines normandes pendant les décennies de forte croissance économique. Les ouvrières courbent l'échine sous les néons, assemblent les pièces métalliques, vérifient les bobinages des moteurs, emballent les robots dans leurs boîtes en carton. Le rythme est assourdissant et continu. Le fracas lourd des presses à métaux et le sifflement des injecteuses de plastique rythment les journées. Les usines Moulinex deviennent des laboratoires géants de l'organisation scientifique du travail en France. Mantelet repousse sans cesse les limites de la rationalisation de la production. Les convoyeurs aériens serpentent au plafond et transportent les pièces d'un atelier à l'autre sans intervention humaine. Chaque seconde gagnée sur l'assemblage manuel d'un batteur électrique se transforme immédiatement en millions de francs de bénéfices nets. La standardisation atteint des sommets inégalés. Les ingénieurs calculent la quantité exacte de granulés de plastique nécessaire pour chaque coque. Aucun gaspillage de matières premières n'est toléré. L'intégration verticale est quasi totale. Moulinex achète les matières premières brutes et fabrique absolument tout en interne, depuis les vis minuscules jusqu'aux kilomètres de câbles électriques. L'entreprise refuse obstinément de dépendre des sous-traitants extérieurs. Elle veut contrôler fermement chaque étape de la fabrication pour maîtriser ses coûts de revient jusqu'au dernier centime. Les chiffres de production donnent le vertige aux observateurs économiques. Au sommet de sa gloire, à la charnière des années 70, l'Empire normand crache plus de 100 000 appareils par jour. Les files de camions de livraison forment des rubans ininterrompus à la sortie des entrepôts monumentaux de Cormelles-le-Royal. Ils partent inonder la France et l'Europe entière. Moulinex écrase le marché national. La marque détient des parts de marché insolentes sur presque tous les segments de la préparation culinaire. Le batteur à œufs, la centrifugeuse, le couteau électrique, la rôtissoire, la cafetière. Chaque nouveauté lancée devient un triomphe commercial instantané. Les concurrents regardent ces forteresses normandes avec une impuissance paralysante. Ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les volumes titanesques de production et la politique de prix agressive dictée sans pitié depuis le siège parisien. Jean Mantelet a réussi son pari démentiel. Il a transformé le modeste atelier de la rue Jules Ferry en un monstre industriel pesant des milliards de francs. Il emploie directement plus de 12 000 personnes en Basse-Normandie. Son nom est synonyme de réussite industrielle totale. Les ministres et les politiciens locaux se pressent pour couper les rubans et inaugurer les nouvelles lignes de montage rutilantes. L'État français voit en Moulinex un joyau de son indépendance économique face aux géants américains. Mantelet reçoit les honneurs de la République. Ces usines normandes semblent totalement invincibles. Elles se dressent comme des citadelles de béton qui défient le temps et les crises. Le vacarme des presses résonne jour et nuit comme un chant de victoire ininterrompu. Cependant, cette puissance colossale repose secrètement sur un équilibre de plus en plus fragile. Le succès absolu et continu aveugle la direction générale. L'organisation hyper rationalisée, absolument parfaite pour produire des dizaines de millions de pièces identiques, perd toute son agilité.
Les forteresses normandes sont devenues des mastodontes lourds, extrêmement difficiles à faire pivoter ou à adapter. Elles ont été conçues pour un monde économique clos, protégé par des frontières nationales fortes et porté par une consommation intérieure frénétique et captive. Dans le silence épais des bureaux de la direction, loin du bruit assourdissant des chaînes de montage, une faille sismique commence à se creuser. Mantelet vieillit inexorablement. Le patriarche exigeant gouverne toujours seul, d'une main de fer, sans aucun véritable héritier désigné capable de comprendre les bouleversements technologiques et géopolitiques qui s'annoncent à l'horizon. Les machines normandes continuent de tourner à plein régime, crachant aveuglément des moulins et des mixeurs, mais le monde extérieur commence à changer plus vite que l'entreprise. L'empire Moulinex a atteint son apogée géographique et industriel ultime. Le déclin fulgurant n'est pas encore visible aux yeux du public, mais les immenses fondations de béton commencent secrètement à trembler sous le poids de leur propre rigidité. Chapitre 4. L'ombre du patriarche. Les années 70 s'achèvent. L'empire Moulinex semble indestructible. Les usines normandes tournent à plein régime et emploient des dizaines de milliers de salariés. Le chiffre d'affaires annuel se compte en milliards de francs. L'entreprise dicte sa loi sur le marché européen de l'électroménager. Pourtant, derrière les façades de béton brut et les bilans financiers étourdissants, une paralysie silencieuse s'installe. Le problème ne vient pas des chaînes de montage ni des ouvrières. Il vient directement du sommet. Jean Mantelet, le fondateur génial, l'artisan tenace de Bagnolet devenu titan de l'industrie, vieillit. Il aborde les années 80 avec un âge très avancé, mais refuse catégoriquement de céder la moindre parcelle de son pouvoir. Il a construit cette entreprise de ses propres mains, de la première tôle pliée aux usines géantes. Il la considère comme sa propriété absolue, son extension charnelle. Dans les couloirs feutrés du siège parisien, la peur domine. Personne n'ose contredire le patron. Le comité de direction ressemble davantage à une cour royale obéissante qu'à un organe de gestion moderne. Les directeurs exécutent, Mantelet décide seul. Absolument tout remonte à lui. Il valide le choix d'une campagne publicitaire à la télévision. Il décide de la couleur d'un couvercle en plastique. Il approuve la modification technique d'une pale de mixeur. Cette hyper-centralisation des décisions, qui constituait autrefois le moteur d'une réactivité foudroyante sur le marché, se transforme en un goulot d'étranglement fatal. Le monde économique extérieur accélère, se mondialise, s'informatise, mais le géant Moulinex avance au rythme ralenti d'un homme vieillissant et isolé. Le véritable drame de Moulinex se noue intimement autour de la question de la succession. Jean Mantelet n'a pas d'héritier direct prêt à reprendre le flambeau industriel. Plus grave encore pour la pérennité du groupe, il écarte systématiquement tous les cadres brillants qui pourraient lui faire de l'ombre ou préparer l'avenir. Chaque fois qu'un directeur général affirme une vision stratégique divergente ou tente de moderniser la gouvernance archaïque du groupe, il se retrouve isolé puis poussé brutalement vers la sortie. Mantelet s'entoure uniquement de fidèles exécutants, des hommes qui lui doivent toute leur carrière et qui n'oseront jamais remettre en cause son intuition originelle. Cette culture toxique de la soumission anesthésie totalement la capacité d'innovation de l'entreprise. La bureaucratie interne étouffe la créativité. Dans les usines gigantesques d'Alençon ou de Cormelles-le-Royal, les ouvrières sur les lignes d'assemblage sentent confusément ce flottement au sommet. Le travail manuel reste le même, les cadences demeurent infernales sous la lumière des néons, mais l'atmosphère s'alourdit. Les lancements de nouveaux produits révolutionnaires, autrefois annuels, s'espacent et déçoivent le public. La qualité baisse imperceptiblement. Les pièces plastiques semblent moins solides, les moteurs tombent en panne plus rapidement. La hiérarchie intermédiaire, terrorisée par les colères du siège parisien, refuse systématiquement de faire remonter les problèmes techniques. Le contrôle qualité se dégrade. Le fameux esprit d'innovation audacieuse de Bagnolet se noie dans des procédures administratives interminables. Les réunions s'éternisent sans qu'aucune décision cruciale ne soit validée par le bureau du fondateur. Pendant des décennies, le succès titanesque de Moulinex reposait sur l'intégration basique du moteur électrique dans les foyers. Mais à l'aube des années 80, une nouvelle révolution technologique majeure frappe aux portes des cuisines mondiales. L'électronique et le numérique font leur apparition en force. De nouveaux concurrents agressifs, souvent asiatiques ou américains, commencent à intégrer des microprocesseurs,
des écrans numériques et des programmateurs intelligents dans le petit électroménager. Moulinex, totalement figé dans ses certitudes mécaniques du passé, regarde cette mutation avec un mélange fatal de mépris et d'incompréhension. Mantelet reste intimement persuadé que la femme au foyer désire uniquement un outil simple, doté d'un bouton marche et d'un bouton arrêt. Il refuse d'investir massivement dans l'électronique complexe. L'entreprise rate magistralement le premier grand virage technologique de son histoire. L'illustration la plus tragique de cet aveuglement stratégique concerne l'apparition du four à micro-ondes. Dès la fin des années 70, quelques jeunes ingénieurs de Moulinex étudient cette technologie naissante de cuisson par ondes. Ils comprennent son potentiel révolutionnaire pour la préparation rapide des repas. Ils présentent des prototypes fonctionnels à la direction générale. Mantelet rejette le projet avec une obstination aveugle. Il considère que cet appareil encombrant, lourd et cher trahit fondamentalement la philosophie de sa marque. Il ne veut vendre que de petits robots bon marché. Pendant que Moulinex piétine sur ses vieilles certitudes, les géants industriels sud-coréens et japonais s'emparent avidement du marché mondial du micro-ondes. Ils investissent des milliards dans la recherche technologique, baissent les coûts de production à une vitesse fulgurante et imposent ce nouvel appareil révolutionnaire dans chaque foyer occidental. Lorsque Moulinex réalise enfin son erreur monumentale et tente de rattraper son retard au milieu des années 80, il est déjà beaucoup trop tard. L'entreprise fière doit se résigner à acheter la technologie à ses propres concurrents asiatiques. La marque française, qui avait toujours exigé de tout fabriquer en interne, se retrouve réduite à assembler misérablement des pièces importées pour un marché déjà saturé. Les forteresses normandes commencent à montrer leurs premières lézardes. La fin de la décennie précipite la tragédie inéluctable. La santé physique et mentale de Jean Mantelet décline visiblement. Le vieux lion perd progressivement de sa lucidité, mais s'accroche désespérément aux commandes. Les luttes de palais éclatent au grand jour. Les cadres dirigeants s'affrontent violemment en coulisses pour préparer et contrôler l'après-Mantelet. L'ingénierie financière remplace soudain l'ingénierie mécanique. Des montages juridiques complexes de rachat par les salariés sont imaginés dans la panique pour éviter une prise de contrôle hostile par des investisseurs étrangers. Les décisions stratégiques vitales sont repoussées. Les usines normandes continuent de cracher aveuglément des millions de mixeurs et de cafetières classiques, mais les marges bénéficiaires s'effondrent dangereusement. Les entrepôts se remplissent de stocks invendus. L'argent se fige. En 1985, le patriarche, rongé par la maladie, est finalement contraint de lâcher officiellement la direction de son empire. Il cède le pouvoir à un conglomérat de cadres financiers et de proches, dans une structure de gouvernance complexe et terriblement instable. Le vide laissé par son départ est immense et glaçant. L'homme qui incarnait physiquement l'entreprise n'est plus là, et Moulinex découvre avec effroi qu'elle ne possède aucun plan de secours. Jean Mantelet meurt au début de l'année 1991. Il laisse derrière lui une entreprise industrielle monumentale, des dizaines de milliers d'employés dévoués, une marque mondialement connue, mais un bateau lourd sans véritable capitaine. L'ombre protectrice du patriarche s'efface brutalement, livrant l'empire à une tempête économique mondiale qui s'apprête à ravager les côtes industrielles françaises. Le deuxième acte, celui de la descente aux enfers, commence. Chapitre 5. La tempête asiatique. Les années 90 s'ouvrent sur un monde radicalement nouveau. Le mur de Berlin est tombé. L'Union soviétique s'effondre. Le capitalisme triomphe à l'échelle planétaire et les frontières commerciales s'effacent une à une. Les accords du GATT préparent la naissance de l'Organisation mondiale du commerce. La mondialisation s'accélère à un rythme vertigineux. Les porte-conteneurs géants sillonnent les océans et réduisent drastiquement les coûts de transport intercontinentaux. La planète entière devient un marché unique et interconnecté. À Paris, dans les bureaux feutrés de la direction de Moulinex, les nouveaux dirigeants observent cette mutation tectonique avec une lenteur coupable. Ils croient fermement que la fidélité des consommatrices européennes protégera éternellement la marque. Ils pensent que l'étiquette, affichant fièrement la fabrication française, agira comme un bouclier impénétrable. Ils se trompent lourdement. De l'autre côté du globe, un monstre industriel se réveille. Les tigres asiatiques, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, puis rapidement la Chine continentale, structurent une puissance manufacturière sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
Les gouvernements de ces pays investissent massivement dans les infrastructures portuaires et les zones économiques spéciales. Ils bâtissent des usines qui font passer les titanesques forteresses normandes de Moulinex pour de simples ateliers ruraux. Mais surtout, ils disposent d'une arme de destruction massive face à l'industrie occidentale. Ils possèdent un réservoir inépuisable, de main-d'œuvre corvéable à merci, prête à travailler des journées interminables pour des salaires dérisoires, sans aucune couverture sociale, sans syndicats et sans droit de grève. Ces nouveaux empires manufacturiers asiatiques regardent avidement le riche marché européen. Ils ciblent particulièrement le secteur du petit équipement domestique. C'est un marché de volume, technologiquement accessible, idéal pour leur ligne d'assemblage flambant neuve. Les premiers navires cargo arrivent dans les ports du Havre et de Marseille au début de la décennie. Ils déchargent des millions de cartons anonymes contenant des mixeurs, des cafetières, des grille-pains et des fers à repasser. Ces appareils portent des noms totalement inconnus du grand public français. Ils n'ont ni la grâce ni l'histoire des produits Moulinex, mais ils cachent une brutalité redoutable sur leur étiquette. Leur prix de vente au détail est souvent inférieur de moitié au coût de fabrication strict d'un appareil identique produit à Cormelles-le-Royal ou à Alençon. La guerre des prix, celle-là même que Jean Mantelet avait inventée pour conquérir la France dans les années 50, frappe l'Europe de plein fouet. Mais cette fois, Moulinex se retrouve du mauvais côté du champ de bataille. Le géant français subit l'attaque sans aucune capacité de riposte immédiate. La bataille se joue dans les rayons des hypermarchés. La grande distribution moderne a pris le pouvoir. Les enseignes comme Carrefour, Leclerc ou Auchan dictent désormais leurs règles impitoyables aux industriels. Les acheteurs des centrales de la grande distribution ne s'intéressent ni au patriotisme économique, ni au maintien de l'emploi en Basse-Normandie. Ils exigent des marges toujours plus grandes et des prix d'achat toujours plus écrasés pour attirer le consommateur dans leurs immenses surfaces de vente. Face à eux, Moulinex refuse initialement de brader ses produits. La marque tente de défendre son rang, son histoire et la qualité perçue de ses moteurs électriques. La sanction est immédiate et foudroyante. Les hypermarchés relèguent les produits Moulinex sur les étagères inférieures, au niveau du sol, là où le regard du client ne se pose pas spontanément. Les emplacements privilégiés, à hauteur des yeux, sont massivement envahis par les produits d'importation asiatiques sous des marques de distributeurs. Le consommateur français, frappé par le chômage de masse qui s'installe durablement dans le pays, regarde son pouvoir d'achat se contracter. Face aux rayons électroménagers, la fidélité à la marque nationale s'effondre face à la réalité mathématique du portefeuille. La différence de tarif est tout simplement trop massive pour être ignorée. Les ménages achètent les copies asiatiques. Ils découvrent que ces appareils bon marché accomplissent le travail domestique de manière parfaitement acceptable. Le mixeur coréen ou taïwanais réduit la soupe en purée aussi bien que l'authentique moulin français. L'illusion de la supériorité technique absolue de Moulinex se dissipe dans les cuisines européennes. Les parts de marché de l'entreprise s'érodent mois après mois avec la régularité d'une hémorragie silencieuse. Dans les bureaux parisiens, la panique remplace l'arrogance. Les directeurs épluchent les bilans comptables et découvrent l'ampleur effarante du piège structurel dans lequel ils sont enfermés. Moulinex cache le prix de son intégration verticale totale voulue par son fondateur. Fabriquer chaque vis, chaque bout de plastique et chaque bobine de cuivre en interne sur le sol français devient un fardeau suicidaire. L'entreprise supporte le salaire de 12 000 ouvriers normands, les charges sociales de l'État-providence français, l'entretien coûteux de bâtiments industriels vieillissants et les lourdeurs administratives d'une bureaucratie sclérosée. Face à eux, les fabricants de Shenzhen ou de Séoul, sous-traitent à l'extrême, n'assument aucune charge sociale et adaptent leur production en temps réel. Le choc n'est pas seulement commercial, il est profondément asymétrique. Moulinex se bat avec une armure de plaques du Moyen-Âge contre une armée moderne ultra légère et rapide. L'ironie de l'histoire Qin-Duan atteint ici un sommet de cruauté absolue. Les industriels asiatiques n'ont absolument rien inventé sur le plan de la stratégie globale. Ils ont scrupuleusement disséqué, copié et perfectionné le modèle économique exact que Jean Mantelet avait conceptualisé 40 ans plus tôt. Produire des volumes gigantesques pour diluer les coûts fixes, accepter une rentabilité minuscule sur chaque pièce vendue et inonder totalement la base de la pyramide de consommation. L'arme fatale de Moulinex se retourne violemment contre son créateur. Le prédateur d'hier devient la proie facile d'aujourd'hui.
Moulinex meurt lentement de sa propre recette, appliquée par des concurrents invisibles situés à 10 000 km de la Normandie. La direction générale tente des réactions désespérées. Elle lance de vastes campagnes de communication pour réveiller le sentiment national. Des publicités rappellent l'ancrage français de la marque et tentent de justifier la différence de prix par une qualité prétendument supérieure. Mais le patriotisme ne remplit pas le caddie des supermarchés. Les ventes continuent de plonger vers les abysses. Les entrepôts géants construits à la grande époque se gorgent de stocks d'invendus qui immobilisent la trésorerie vitale du groupe. Dans les ateliers d'Alençon et de Mameur, les ouvrières sentent le vent glacé de la crise. Les heures supplémentaires disparaissent. Les rumeurs de chômage technique commencent à circuler. Le bruit assourdissant des chaînes de montage ne résonne plus comme le pouls triomphant d'un empire en pleine expansion. Il sonne désormais comme le tic-tac d'une bombe à retardement financier que personne ne sait comment désamorcer. Moulinex est piégé sur son propre territoire, incapable de vendre cher et dans l'impossibilité mathématique de s'aligner sur les prix asiatiques sans déclencher une faillite immédiate. La tempête tropicale détruit les fondations normandes. Chapitre 6. Le piège de Krups. L'année 1991 marque un tournant décisif. Les ventes de Moulinex s'effritent sous les coups de boutoir de la concurrence asiatique. Les usines normandes, autrefois fierté du groupe, tournent au ralenti. La direction parisienne comprend enfin que la guerre des prix est définitivement perdue. Il est mathématiquement impossible de fabriquer un mixeur à Alençon au prix d'un produit importé de Shenzhen. Pour survivre, l'entreprise doit changer de dimension. Elle doit monter en gamme. Elle doit quitter le segment du bas de gamme, devenu un champ de mine, pour attaquer le marché premium. Sur ce segment, les marges sont confortables et les acheteurs recherchent le prestige et la durabilité. Mais Moulinex porte un nom intimement lié au marché populaire. Le consommateur refuse de payer cher pour une marque historiquement associée aux hypermarchés et au prix bas. La direction élabore alors un plan audacieux. Si Moulinex ne peut pas devenir premium du jour au lendemain, Moulinex va acheter une marque premium. Les regards se tournent vers l'Allemagne. Outre-Rhin, une entreprise incarne exactement ce que Moulinex désire désespérément acquérir. Elle s'appelle Krups. Cette firme historique fabrique des machines à café haut de gamme, des trancheuses de précision et des pèses personnes de qualité supérieure. Krupp possède une image de marque irréprochable. Le label fabriqué en Allemagne agit comme un sceau de perfection technologique auprès des consommateurs européens et américains. Krups domine le marché du petit déjeuner avec ses cafetières sophistiquées. Sur le papier, le mariage semble absolument parfait. L'alliance de la puissance industrielle française de Moulinex et du prestige technologique allemand de Krups doit créer un géant européen incontestable. Un groupe capable de rivaliser d'égal à égal avec Philips ou Braun. En 1991, Moulinex signe l'accord historique et rachète Krups pour près d'1 milliard de francs. Les journaux économiques saluent immédiatement l'opération. Les politiciens se félicitent de cette Union européenne majestueuse. La direction générale sabre le champagne à Paris. Elle annonce des synergies colossales, des économies d'échelle et une conquête rapide du marché mondial. L'avenir semble soudain s'éclaircir, mais le champagne masque une réalité effroyable. L'audit financier précédant l'achat a été mené avec une précipitation coupable. Moulinex, aveuglé par son besoin vital de croissance externe, n'a pas regardé dans les angles morts de la comptabilité allemande. L'entreprise découvre la véritable situation financière de Krups une fois les contrats signés et l'argent définitivement versé. La mariée allemande est ruinée. Krupp croule sous des dettes abyssales. Ses propres usines, situées en Allemagne et en Irlande, souffrent d'un sous-investissement chronique. Ses coûts de production explosent. Pire encore, l'entreprise perd des parts de marché vitales aux États-Unis face à des concurrents locaux redoutables. Au lieu d'acquérir une machine à cash florissante, Moulinex vient de s'attacher un boulet financier titanesque. L'argent frais que Moulinex espérait utiliser pour moderniser d'urgence ses usines normandes doit être englouti immédiatement pour boucher les trous béants de la trésorerie de Krups. Le piège se referme brutalement sur le groupe français. La catastrophe financière se double presque instantanément d'un désastre humain et managérial. L'intégration des deux entreprises se transforme en une guerre de tranchées destructrices. Les cultures d'entreprise s'affrontent violemment. D'un côté, les ingénieurs français de Moulinex
héritier de Jean Mantelet, fier, centralisateur et habitué à produire des millions de moteurs standardisés. De l'autre, les ingénieurs allemands de Krups, méthodiques, jaloux de leur indépendance et intimement convaincus de leur supériorité technique absolue. Aucun camp ne veut céder. Les bureaux d'études refusent catégoriquement de collaborer. Au lieu de concevoir des plateformes communes pour réduire les coûts de développement, les deux équipes développent des produits concurrents en parallèle. Dans les rayons des magasins, la confusion règne. Moulinex et Krups se battent pour attirer les mêmes clients. Les commerciaux français et allemands se livrent une concurrence fratricide sur le terrain. Les doublons se multiplient dans les catalogues commerciaux. L'entreprise paie 2 fois la recherche, 2 fois le développement, 2 fois le marketing, pour des appareils qui se cannibalisent mutuellement. Les synergies promises lors du rachat n'arrivent jamais. Au contraire, les coûts d'exploitation globaux du nouveau groupe explosent de manière incontrôlable. Pour maintenir ce monstre bicéphale en vie, la direction plonge la tête la première dans la spirale de l'endettement. Moulinex emprunte massivement auprès des banques. L'entreprise accumule les crédits à court terme pour financer simplement ses opérations courantes. Les frais financiers dévorent goulûment la maigre marge opérationnelle générée par les usines. Les années 90 défilent au rythme des plans de restructuration avortés et des changements incessants de directeurs généraux. Chaque nouveau patron arrive avec un plan de sauvetage miracle censé rassurer les marchés. Les cabinets de conseil internationaux facturent des millions pour dessiner de nouveaux organigrammes. Mais personne ne parvient à fusionner réellement les deux entités ennemies. Le poison de la division ronge le corps du groupe. Dans les usines de Basse-Normandie, l'angoisse devient palpable, lourde, omniprésente. Les ouvrières lisent les titres alarmants de la presse régionale. Elles voient les chiffres rouges s'aligner dans les bilans publiés chaque trimestre. Le spectre des licenciements massifs hante les ateliers d'Alençon, de Mamers et de Cormelles-le-Royal. La direction parisienne exige des efforts surhumains de la part des ouvriers français pour compenser les pertes abyssales du groupe en Allemagne. Les cadences augmentent brutalement, les salaires stagnent, la pression psychologique s'intensifie sur les chaînes de montage. Mais les efforts désespérés des travailleurs ne suffisent plus à colmater la brèche financière gigantesque. L'entreprise brûle son argent beaucoup plus vite qu'elle ne fabrique ses robots. À l'aube des années 2000, le diagnostic est posé et il est sans appel. Le rachat de Krups, qui devait impérativement sauver Moulinex, a précipité sa ruine. L'opération a siphonné les dernières réserves financières du géant français. Elle a détourné l'attention vitale de la direction du véritable problème de compétitivité industrielle mondiale face à l'Asie. Moulinex est désormais un groupe colossalement endetté, incapable d'innover, coincé entre des structures déficitaires et des usines françaises vieillissantes. Les banques commencent à paniquer ouvertement. Les créanciers regardent les comptes avec une méfiance grandissante. Les taux d'intérêt étranglent la trésorerie au quotidien. Les taux se resserrent définitivement. La fierté de l'industrie française, jadis toute puissante et arrogante, se trouve au bord de l'asphyxie financière totale. Le piège a parfaitement fonctionné, préparant le terrain pour l'acte final de cette tragédie industrielle monumentale. Le compte à rebours avant la chute finale est inexorablement enclenché. Chapitre 7. La chute d'une icône. L'an 2000 sonne le glas. Le nouveau millénaire s'ouvre sur un paysage industriel en ruine pour Moulinex. Le groupe suffoque sous une montagne de dettes incommensurables. Les plans de sauvetage se succèdent à un rythme désespéré et inutile. Chaque nouveau président directeur général annonce une restructuration brutale. Les usines normandes perdent des effectifs par vagues successives. Les ouvrières regardent leurs collègues partir et attendent leur tour avec une angoisse nouée au ventre. La trésorerie fond irrémédiablement. Les banques coupent définitivement les lignes de crédit au début du mois d'août 2001. L'entreprise ne peut plus payer ses fournisseurs. Elle ne peut plus acheter le plastique et le métal nécessaire à la fabrication de ses mixeurs et de ses cafetières. Les chaînes de montage s'arrêtent net. Le silence tombe soudainement sur les forteresses de Basse-Normandie. Un silence terrifiant que les murs de Cormelles-le-Royal ou d'Alençon n'avaient jamais connu depuis leur construction 60 ans plus tôt. Le 7 septembre 2001, la nouvelle tombe publiquement. La direction dépose officiellement le bilan. Le tribunal de commerce de Nanterre prononce le redressement judiciaire. Le choc est d'une violence inouïe. La France entière découvre avec effarement que l'un de ses fleurons industriels les plus glorieux, la marque absolue qui a équipé chaque cuisine du pays,
est virtuellement morte. Les journaux télévisés ouvrent toutes leurs éditions sur la chute du géant. Les politiciens se précipitent devant les caméras de télévision. Ils promettent l'intervention salvatrice de l'État. Ils jurent solennellement que le gouvernement ne laissera pas tomber les milliers de familles ouvrières normandes. Mais les mots politiques glissent sans aucun effet sur la réalité implacable des chiffres comptables. Le trou financier dépasse les encours acceptables. Aucun investisseur ne veut reprendre le groupe dans son intégralité. Moulinex est devenu trop lourd, trop malade, trop endetté. Le tribunal cherche fiévreusement un repreneur. Les regards se tournent logiquement vers le grand rival historique, le groupe SEB. SEB possède déjà Tefal, Roventa et Calor. L'entreprise lyonnaise a su gérer le terrible virage de la mondialisation avec beaucoup plus de prudence et de cynisme que son concurrent. SEB dépose une offre de reprise ferme fin septembre. Mais cette offre est une véritable sentence de mort pour la géographie physique de Moulinex. Le concurrent ne veut absolument pas sauver l'empire industriel. Il veut simplement récupérer le nom Moulinex, son aura commerciale mondiale, ses brevets les plus rentables et la précieuse marque allemande Krups. SEB annonce immédiatement la couleur avec une froideur chirurgicale. Le repreneur prévoit de conserver à peine un tiers des effectifs globaux. Il condamne à la fermeture immédiate les sites de production historiques les plus vastes. Les gigantesques forteresses normandes, bâties par Jean Mantelet pour conquérir le monde, sont publiquement jugées obsolètes, trop coûteuses et totalement inutiles. L'annonce de ce plan de dépeçage déclenche une explosion sociale d'une tristesse absolue. Fin octobre 2001, la colère embrasse toute la basse Normandie. Les ouvrières et les ouvriers de Moulinex descendent dans la rue. Ces femmes, qui ont consacré 30 ou 40 ans de leur vie aux chaînes de montage, qui ont détruit leurs poignets à emballer des moulins à café, réalisent brutalement qu'elles vont tout perdre. L'entreprise les jette à la rue avec des indemnités dérisoires. Elles ont 45 ou 50 ans. Elles savent parfaitement que la région industrielle dévastée ne leur offrira jamais aucun emploi équivalent. Le désespoir se transforme en rage pure. Les barrages s'érigent lourdement devant les grandes grilles des usines. Des colonnes de fumée noire et épaisse s'élèvent au-dessus de Cormelles-le-Royal et d'Alençon. Les palettes de bois brûlent, les pneus fondent sur le bitume des ronds-points. Les forces de l'ordre interviennent. Les nuages de gaz lacrymogène répondent aux jets de pierre. La France assiste en direct à la mise à mort violente de son patrimoine ouvrier. Les caméras montrent des femmes en pleurs, accrochées désespérément aux grilles verrouillées de leur propre usine. Elles hurlent leur trahison. Elles tiennent dans leurs mains fatiguées des pancartes écrites à la hâte au feutre noir. Elles rappellent ironiquement le slogan légendaire. Elles crient que Moulinex a libéré la femme dans les années 60 pour finalement l'écraser sous le chômage de masse 40 ans plus tard. Le contraste insoutenable entre le souvenir joyeux des publicités télévisées d'antan et la réalité crasseuse des licenciements brise le cœur du pays. Les ouvrières occupent les bâtiments de force. Elles menacent publiquement de détruire les machines et de faire sauter les stocks de produits si l'État ne garantit pas de meilleures indemnités de départ. Le conflit se durcit inexorablement. Les syndicats négocient pied à pied dans un climat de fin du monde étouffant. Mais le capitalisme mondialisé ne s'encombre d'aucun sentimentalisme historique. La loi du marché dicte sa conclusion inévitable. Le 22 octobre 2001, le tribunal valide officiellement l'offre de rachat de SEB. La liquidation judiciaire du reste du groupe est immédiatement actée. Près de 5000 lettres de licenciement partent par la poste en l'espace de quelques jours. C'est l'un des plus grands et des plus brutaux plans sociaux de l'histoire récente de la France. Des familles entières, où le père et la mère travaillaient tous les deux chez Moulinex, se retrouvent instantanément sans aucun revenu régulier. Le traumatisme régional est incommensurable. Les petits commerces locaux situés autour des usines ferment leurs portes les uns après les autres. Le vaste bassin d'emploi normand encaisse un choc sismique dont il mettra des décennies à se remettre. La chute de Moulinex illustre parfaitement la brutalité de la désindustrialisation occidentale. Le gouvernement met en place des cellules de reclassement précaires. Il propose des formations professionnelles théoriques, mais apprendre à se servir d'un ordinateur à 50 ans quand on a passé toute sa vie à souder des fils de cuivre sur des moteurs électriques relève de la violence institutionnelle. Les ouvrières le savent intimement. Elles comprennent que la société moderne les efface purement et simplement. SEB prend possession de ce qu'il reste. Le repreneur arrache impitoyablement le nom Moulinex de ses racines normandes.
Le célèbre logo rouge et blanc survit sur le papier, mais il ne représente plus du tout la même réalité. Les nouveaux appareils estampillés Moulinex, qui arrivent dans les supermarchés, sont désormais massivement produits en Asie ou dans des usines lointaines. Le lien charnel profond entre la marque, son territoire historique et son peuple ouvrier est définitivement tranché. Dans le froid glacial du mois de novembre 2001, les lourdes grilles des usines d'Alençon et de Cormelles-le-Royal se referment pour la toute dernière fois. Les ouvrières ramassent leurs affaires personnelles dans des cartons. Elles quittent les ateliers immenses en baissant la tête, dans un silence de cathédrale. Les énormes presses mécaniques se taisent. Les convoyeurs aériens s'immobilisent pour toujours. L'odeur familière de l'huile de coupe et du plastique chaud s'évapore progressivement sous les hauts plafonds. Les immenses forteresses de béton se vident totalement de leur sang ouvrier. Elles deviennent des coquilles mortes livrées au vent et à la pluie normande. L'icône absolue est foudroyée. L'empire industriel physique, celui qui faisait vivre des villes entières et battait le rythme fier de la croissance française, est rayé de la carte avec la froideur cynique d'une signature au bas d'un document judiciaire. Chapitre 8. Les ruines et l'oubli. L'an 2001 efface l'entreprise historique, mais le nom commercial survit. Le groupe SEB s'empare du logo rouge et blanc. Il le colle sur de nouveaux appareils. Il les place sur les mêmes étagères des supermarchés. Le consommateur non averti ne remarque presque rien. Il achète un mixeur Moulinex en croyant acheter un morceau du patrimoine national. Mais la coquille est totalement vide. Le cœur mécanique ne bat plus en Basse-Normandie. Il bat désormais dans les immenses parcs industriels de la province du Guangdong, en Chine. Le produit parcourt 10 000 km sur un porte-conteneurs géant avant d'atteindre la cuisine européenne. La délocalisation est totale, brutale, invisible. SEB réussit un tour de passe-passe commercial parfait. Il garde l'aura de confiance construite par Jean Mantelet pendant un demi-siècle, mais il ampute l'obligation sociale et territoriale qui l'accompagnait. L'hypocrisie du système mondialisé atteint ici sa perfection absolue. Pendant ce temps, sur le sol normand, le paysage fige sa propre mort. Les usines monumentales deviennent instantanément des cadavres d'acier et de béton. À Cormelles-le-Royal, la gigantesque forteresse de 80 000 m² s'endort sous la pluie froide de l'automne. Les immenses lettres rouges qui formaient le nom Moulinex sur le toit sont démontées à la hâte. Elles laissent des cicatrices sombres sur le crépi délavé. La nature reprend lentement et silencieusement ses droits. Les herbes folles perçant le bitume des immenses parkings où stationnaient jadis les milliers de voitures des ouvriers. Les vitres des ateliers volent en éclats sous les jets de pierre des rôdeurs nocturnes. Les lourdes grilles rouillent. Les ferrailleurs clandestins pénètrent la nuit pour arracher les derniers câbles de cuivre oubliés dans les murs éventrés. Le silence de ces lieux est assourdissant. Il contraste atrocement avec le vacarme triomphant et continu des décennies passées. L'architecture industrielle, conçue pour durer des siècles et impressionner la concurrence, devient un fardeau urbain insupportable pour les petites municipalités locales. La destruction physique des sites s'apparente à un effacement volontaire de la mémoire collective. Les sols gorgés d'huile de coupe et de solvants industriels nécessitent de vastes et coûteuses opérations de dépollution. Le silence de ces friches pèse lourdement sur la région. L'histoire efface la trace des batailles économiques perdues. Les hommes et les femmes qui faisaient vivre ces monstres de béton disparaissent des radars médiatiques. La presse nationale détourne son attention. Les caméras de télévision partent filmer d'autres drames ailleurs. Les anciennes ouvrières pointent au chômage de masse. Elles suivent des formations institutionnelles inutiles. Beaucoup ne retrouvent jamais d'emploi stable. Elles glissent doucement et silencieusement vers la précarité et la retraite anticipée. Leurs mains conservent les douleurs articulaires provoquées par des millions de gestes répétitifs sur les chaînes de montage. Ces douleurs physiques persistantes sont le seul héritage tangible de leurs années Moulinex. Le gouvernement injecte des millions de francs d'argent public pour tenter de réindustrialiser les zones sinistrées. Mais aucune entreprise ne vient remplacer le vide béant laissé par le géant déchu. Alençon, Mamers et Cormelles-le-Royal portent le deuil douloureux de leur moteur économique. L'histoire industrielle de la région se transforme en un tabou persistant, une blessure ouverte dont on évite de parler dans les familles lors des repas du dimanche. Les bulldozers finissent inévitablement par arriver. Le foncier coûte trop cher pour rester indéfiniment à l'abandon.
Une décennie après la liquidation judiciaire, les immenses grues attaquent les murs historiques. Les mâchoires d'acier broient les solides poteaux de béton. Les hautes cheminées tombent dans des nuages aveuglants de poussière grise. Les pelleteuses effacent physiquement l'empreinte de Jean Mantelet. Les municipalités remplacent les immenses ateliers par des zones d'activité tertiaire banales, des supermarchés sans âme, des ronds-points et des parkings lisses. Elles veulent oublier le traumatisme de 2001. Elles veulent enterrer le symbole de la désindustrialisation française. Bientôt, il ne reste plus aucune trace visible de l'épopée Moulinex sur le terrain. Pas de plaque commémorative ambitieuse, pas de musée national dédié à l'électroménager populaire. Seuls quelques anciens employés refusent l'amnésie. Ils fondent des associations modestes pour préserver la mémoire ouvrière. Ils collectent les vieux mixeurs, les anciens catalogues publicitaires jaunis, les photographies en noir et blanc des chaînes de montage. Ils tentent de sauver un patrimoine que la nation entière semble pressée de faire disparaître. La trajectoire de Moulinex dessine la courbe parfaite et tragique du capitalisme industriel du XXe siècle. Jean Mantelet avait eu une idée de génie dans son petit atelier de Bagnolet. Il voulait remplacer la force humaine par le moteur électrique. Il voulait démocratiser le confort pour toutes les classes sociales. Son slogan historique résonne aujourd'hui avec une cruauté particulièrement amère. Moulinex a libéré la femme. Les petits robots électriques ont effectivement réduit la pénibilité des tâches ménagères dans des millions de foyers à travers le monde. Mais pour produire massivement cette libération matérielle, le système a broyé une autre catégorie de femmes. Les ouvrières normandes ont sacrifié leur santé, leur poignet et leur jeunesse sous les néons blafards des usines pour fabriquer ces instruments de liberté. Quand la logique financière mondiale a décidé que leur force de travail coûtait trop cher face à l'Asie, le système les a liquidées sans aucune pitié. La libération domestique des unes s'est construite sur l'aliénation ouvrière des autres, avant de s'achever dans le cynisme absolu de la délocalisation lointaine. Les historiens de l'économie étudient désormais la faillite retentissante de Moulinex comme un cas d'école archétypale. Ils décortiquent méticuleusement l'aveuglement stratégique face à l'arrivée du micro-ondes, l'erreur monumentale du rachat de Krups, l'incapacité viscérale d'un patriarche à préparer sa succession. Mais au-delà des analyses froides des professeurs de gestion, il reste une tragédie très humaine. Il reste le souvenir d'une époque révolue où la France croyait fermement en sa capacité à produire elle-même les biens de consommation de sa propre population. Moulinex n'était pas seulement une entreprise florissante et orgueilleuse, c'était un baromètre infaillible de la confiance nationale. Sa mort signe officiellement la fin d'une certaine idée de l'indépendance industrielle européenne. Les vieilles ouvrières licenciées, aujourd'hui retraitées, conservent précieusement dans leurs placards les ultimes batteurs ou cafetières sortis des chaînes de montage normandes. Elles les entretiennent avec dévotion. Ces objets anciens ne tombent presque jamais en panne. Ils fonctionnent encore parfaitement, 30 ans plus tard. Ils prouvent silencieusement que les mains de ces femmes possédaient un savoir-faire exceptionnel. Un savoir-faire que le monde moderne a jugé subitement inutile, écrasant l'histoire sous la logique implacable de la guerre mondiale des prix et laissant derrière lui le grand vide de l'oubli.